Bonjour, bienvenue à C'est pas pour tout le monde, le podcast où je rencontre des gens ayant des vies professionnelles hors normes ou peu connues. Les objectifs sont de démystifier les mythes, les préjugés, les tabous, ainsi que faire connaître les différentes réalités vécues par ces personnes. Et cette semaine, je reçois l'art-thérapeute Emmanuelle Meunier. On a parlé de type d'approche en art-thérapie, du processus créatif, de la panoplie de projets auxquels elle s'implique, ainsi que la loi 21 sur l'encadrement à la psychothérapie. Je pense que c'est un type d'approche qui pourrait intéresser beaucoup de gens. Puis vous allez voir dans le podcast, on parle beaucoup de ces projets comme la Ruche d'Or qui est au Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke. Et c'est un projet auquel vous pouvez aller participer et créer là-bas. Alors je vous invite à y aller. Le podcast a été enregistré à la microbrasserie Le Boc et Bière au 50 rue Wellington Nord à Sherbrooke. Et si vous participez à un emploi hors norme peu connu, vous pouvez me contacter sur Facebook à la page C'est pas pour tout le monde et ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Sur ce, bonne écoute. Bonjour, bienvenue à C'est pas pour tout le monde. Cette semaine, je reçois l'art-thérapeute Emmanuelle Meunier. Ça va bien, Emmanuel? Oui, ça va bien. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais ça que tu nous expliques un peu c'est quoi l'art-thérapie. Oui. L'art-thérapie, c'est une approche thérapeutique qui utilise l'art visuel, donc la peinture, la sculpture, le dessin, le collage, pour amener les gens, accompagner les gens à s'exprimer sur leur vécu. Ça, c'est la définition courte de mon métier. Est-ce que tu peux dire que tu aides les gens ou tu peux dire que tu traites les gens? Ah, on va en parler plus tard, de OK. ça, je pense. Le mot traiter a recours à la définition de la psychothérapie. Donc, on va en parler un petit peu plus tard, je crois. Mais je vais dire que j'accompagne les gens. OK. Puis vraiment, je te dirais que je le ressens comme ça. Quand je travaille avec les gens, je suis vraiment comme une accompagnatrice et une témoin aussi de leur Oui. processus créatif. Donc, pour moi, le mot accompagner me correspond vraiment. Après ça, c'est quoi le traitement? Ça veut dire quoi exactement, traiter? Mais j'accompagne les gens vers un mieux-être, puis à mieux se comprendre. OK. Je trouve que c'est un des grands avantages de l'art-thérapie, c'est la personne arrive à être en contact avec elle-même, puis voir les choses d'un angle différent, mieux se comprendre. Mais c'est un peu plus dans justement dans l'art plus que dans le parler. Beaucoup. OK. Oui, vraiment. Une séance d'art-thérapie, il y a au moins la moitié de la séance qui se passe à la table, les mains dans la matière, puis OK. en création, mais tout dépendamment du besoin de la personne, il y a des séances où est-ce qu'on va parler un petit peu plus. C'est sûr qu'il y a toujours un moment où est-ce que la personne s'assoit sur le petit sofa pour commencer, puis je demande comment tu arrives aujourd'hui, qu'est-ce qui est présent pour toi. Puis on part de là. Il y en a qui vont parler peu, il y en a qui vont parler davantage, mais je laisse la personne s'exprimer, puis après ça, il y a toujours un moment où est-ce que je dis « OK, est-ce que tu es prête? Je t'invite à créer à partir de ce que tu me dis. » Puis là, je vais comme lancer des petits filons là, pour la création. OK. Puis c'est quoi les études que tu as faites? Puis c'est quoi qui t'a amené à faire la thérapie? C'est quoi qui t'a intéressé à aller dans ce domaine-là? Donc, les études pour devenir art-thérapeute, c'est une maîtrise. Une maîtrise à l'université. Il existe 2 programmes de maîtrise en art-thérapie au Québec. Moi, je l'ai fait à Concordia, OK. à Montréal. Il existe aussi à l'UQAT, donc l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, à Rouyn-Noranda. À l'époque, ça se faisait que là-bas. Il y a eu toutes sortes d'évolutions du programme. C'est pas mon université, donc je ne veux pas parler à travers mon chapeau, mais je sais qu'aujourd'hui, cette maîtrise-là se fait aussi à Montréal. Là. Ils ont OK. comme un programme satellite là, à l'extérieur de Rouyn-Noranda. Donc, pour me rendre à la maîtrise, j'ai fait un bac multidisciplinaire. OK. Pour ma part, ça a été un cumul de 3 certificats en psychologie, en art visuel et en éducation. OK. La petite histoire, c'est que quand j'ai commencé mes études universitaires au bac, j'étais en fait au BEPP, en enseignement primaire et préscolaire. OK. Je m'en allais travailler comme enseignante. OK. C'était ça que je voulais faire, moi, dans la vie. Quand j'ai commencé à étudier... Même quand tu étais tout jeune, c'est ça que tu voulais faire? Oui, OK. oui. Puis après 2 ans au BEPP, bac enseignement primaire et préscolaire, je me suis rendu compte que malgré tout l'amour que j'avais des enfants puis le plaisir à travailler avec eux, c'était pas du tout dans ma vocation d'enseigner.
de transmettre le savoir. C'est drôle parce que ce qui me faisait le plus triper dans mes interactions avec les enfants, c'est tout le contact à l'émotion, les accompagner dans tout ce qu'ils vivent sur la cour de récréation, le comportement et l'heure du conte, les cours d'art. Fait que là, je voyais le filon. Ça sonne une cloche un peu, là. Mais je ne savais pas que ça existait, en fait. L'art-thérapie? L'art-thérapie. Okay. Et l'histoire qui m'a amenée à devenir art-thérapeute, c'est que moi-même, j'ai commencé à consulter à cette période-là de ma vie pour des difficultés personnelles. Et j'ai eu la chance, ici à Sherbrooke, on a le Centre des femmes La Parolière, oui. qui est un centre de femmes qui offre des services d'aide individuelle, entre autres, pour les femmes. Et ils ont différents thérapeutes sur place. Et à l'époque, c'était Madame... j'ai un blanc, et ça va me revenir. Parfait. Parce que ça a été une personne importante, c'est parce que c'est ça, j'ai pas bu assez de café. Il était un petit peu plus tôt que prévu, ce podcast-là. Là, mon cerveau se met encore en mode pas de problème. Réveil. Mais il y avait une art-thérapeute sur place, bref. Donc, j'ai commencé à consulter comme cliente en art-thérapie. Puis ça a été un coup de foudre. Une révélation, là, vraiment? Premièrement, là, de savoir que je pouvais consulter en art-thérapie, j'étais « Ah oui, ça existe, OK ». Puis de me retrouver dans cette posture-là, d'être cliente de l'autre côté de la table, puis d'être amenée à créer à partir de mes difficultés, de mes émotions, de mon vécu, ça a été comme flabbergast, là, total. OK. J'ai fait, OK, moi, je veux faire ça dans la vie. OK, vraiment? Comment on fait? OK. Oui. Puis cette femme-là m'a accompagnée pendant plusieurs séances comme cliente, puis elle m'a donné là, des petites indications pour me rendre jusqu'à la maîtrise, puis c'est comme ça que ça s'est fait. Ah, mais c'est beau que ça vienne justement d'une consultation que toi, tu es allé voir quelqu'un, puis ça a été une révélation. Ouais, ça... Wow, c'est vraiment beau. Oui, oui. Fait que j'ai vécu les deux côtés de la table. Ouais, vraiment? Oui, puis je le vis encore, je consulte encore. Pour moi, ça fait partie de mon métier, de travailler sur moi pour devenir une meilleure thérapeute. Ouais. Okay. Puis c'est quoi les emplois un peu connexes que tu as eus en sortant de l'école en art-thérapie? Moi, c'était clair que je voulais pas justement rentrer trop dans les emplois connexes. Je voulais être art-thérapeute. Okay. Mais le marché de l'emploi pour les art-thérapeutes au Québec est pas si évident en ce moment. C'est un métier qui gagne encore à être connu. Avec tout le contexte aussi de la loi qui entoure la pratique de la psychothérapie au Québec, on n'a pas encore une place reconnue comme psychothérapeute. Donc, ça nous ferme des portes au niveau là, du public. Si on veut travailler, par exemple, pour les CLSC, les hôpitaux et tout ça. Donc, on est beaucoup amené à soit travailler dans le communautaire ou à être à notre propre compte. Okay. Donc, mon premier emploi, ça a été aux Amis de la santé mentale à Dorval. Donc, c'est un organisme qui travaille, un organisme communautaire qui travaille avec les proches aidants. Okay. Qui a donc des hommes, des femmes qui ont une personne de leur entourage qui est atteinte d'un problème de santé mentale, que ce soit dépression, bipolarité, schizophrénie, trouble de la personnalité. Donc, mon vrai titre, c'était conseillère en santé mentale. C'était un poste à temps plein. J'accompagnais les gens. Là, c'était plus dans le conseil, je dirais, l'écoute et le conseil. Donc, avec les connaissances que j'ai en santé mentale, je peux donner quelques conseils sur une approche qui est aidante avec la personne, qui n'est pas nuisible, puis en même temps, d'amener les personnes aussi à mettre leurs propres limites, parce que ça peut être très épuisant d'être une personne proche aidante. Oui. On parle de cas de santé mentale assez sévères aussi. Là, on a eu une couple d'invités qui disaient on a des proches aidants, puis tu vois que la job n'est pas facile. Oui, exact. Donc, mais à travers ce poste-là, je pouvais aussi appliquer mon métier. Donc, une fois par semaine, comme art-thérapeute, j'animais un groupe en art-thérapie de proches aidants. Donc là, on avait une salle d'art-thérapie et j'amenais les gens à vraiment créer à propos de leur propre expérience comme proche aidant. Fait que ça a été, je te dirais, l'emploi le moins relié à l'art-thérapie que j'ai vécu là, depuis ma maîtrise. Je dirais que quand tu passes par le processus de la maîtrise en art-thérapie, il y a quelque chose de très fort. En tout cas, de mon côté, tu te formes vraiment comme art-thérapeute, puis il y a comme tu t'appropries ce titre-là d'art-thérapeute. Moi, j'en suis vraiment fière, d'ailleurs. C'est
tellement, ça existe tellement, c'est rare, là. Moi, jusqu'à il y a 2 ans, c'est ma blonde qui m'avait parlé de ça. Moi, jusqu'à Ouais. 2 ans, je connaissais pas ça, l'art-thérapie. C'est ça, exactement. Il y a à peu près 24 personnes qui sont formées par année au Québec pour devenir art-thérapeute. Il sait peu. Ouais. Puis c'est sûrement pas tout le monde de ces diplômés-là qui vont travailler là-dedans. Les statistiques, on n'en a pas beaucoup encore. On a une association des art-thérapeutes là, qui a commencé à enquêter sur le sujet, mais non, effectivement, c'est pas tout le monde qui travaille à temps plein, loin de là. Ouais. Par petits contrats, je te dirais, quand même, je pense que il y a tellement, c'est tellement passionnant comme métier, comme formation, qu'on a tous, je pense qu'on a tous et toutes envie de travailler dans le domaine. Puis après ça, comment on va y arriver? C'est une autre histoire, là. Là, de mon côté, moi, je me suis tournée plus vers le privé là, depuis les dernières années. Ouais, c'est vrai que tu es une passionnée. On va en parler un peu plus tard, là, mais tu as participé à une panoplie de projets. Là. Mm-hmm. On va en parler plus tard. Mm-hmm. Fait que là, toi, en ce moment, tu fais t'es conseillère en art-thérapie, mais individuelle. Fait que tu as vraiment ton bureau, ta clientèle. Exactement. C'est quoi les types d'approches d'art-thérapie que tu fais avec ces gens-là? Ben moi, j'ai été formée en approche psychodynamique à l'Université Concordia. Qui veut dire? Psychodynamique, c'est beaucoup l'utilisation de l'inconscient dans l'art. OK. En même temps, tu sais, il y a deux approches théoriques, si on veut, à l'art-thérapie au Québec. Chaque université a développé son approche. À l'UQAT, c'est plus à la gestalt. Donc, ils vont miser davantage sur le processus. Nous, c'est psychodynamique. Je dis nous, Concordia, je veux dire. C'est plus psychodynamique. Mais en même temps, je te dirais que ça l'éclaire. Tu sais, c'est un angle avec lequel on a étudié, là. Puis c'est sûr que ça l'éclaire mon travail. Par exemple, dans l'approche théorique de la psychodynamique, on utilise beaucoup le transfert et le contre-transfert qui peut se passer dans une séance avec un client. OK. On l'utilise dans nos supervisions pour être certain de ne pas perdre le filon. Parce que dans le fond, en gros, le transfert, le contre-transfert, qu'est-ce que c'est? Par exemple, tu es mon client, tu me parles. On est deux humains, donc la psychodynamique, là, je rentre dans la théorie. C'est bien correct, c'est bien correct. Ben oui, c'est ça que je veux, il n'y a pas de trouble. Parfait, c'est bon. On démarre, là. Ouais. Je sens, là, ça commence ça commence à te réveiller un peu. Oui, c'est ça. Donc, en gros, on va utiliser comment nous, nos réactions subjectives comme thérapeute, on va les utiliser pour être bien dans la relation. Donc, comme je te disais, par exemple, si tu étais mon client, tu me racontes ton vécu, ce que tu es, me touche, me fait réagir, me fait penser à, par exemple, un oncle qui a été vraiment méchant avec moi. Là, je vais raconter n'importe quoi. Donc, c'est sûr que toi, ce que tu es en train de vivre puis d'exprimer dans ma séance me fait réagir. Donc, moi, je peux... C'est ça, le contre-transfert, c'est que moi, je peux transférer quelque chose sur toi et tu peux le ressentir. Puis ça, c'est pas nécessairement toujours aidant. Donc, c'est super important d'être conscient de ce qui se passe dans la relation puis de ses réactions aux clients. Puis ça, on l'utilise en supervision. La supervision, dans le fond, c'est... on discute de cas de façon confidentielle, bien sûr, avec des professionnels qui ont plus d'expérience que nous, qui sont attitrés pour ça. Puis, justement, on va l'explorer davantage. OK, c'est quoi, là, cette réaction-là? Puis, c'est quoi les enjeux de ce client-là? Puis, est-ce que c'est aidant? Puis, comment tu peux utiliser cette réaction-là? Parce que cette réaction-là, probablement, indique quelque chose sur lui, sa dynamique. Si moi, je réagis à, par exemple, sa méchanceté, bien, il y a bien des chances qu'il y a plein de personnes dans sa vie qui réagissent à sa méchanceté aussi. Okay. Donc, d'utiliser ça. Fait que ça, c'est l'approche psychodynamique que moi, j'utilise quand même en séance avec mes clients. Mais après, je te dirais, c'est ça. Puis je pense que les psychologues diraient un peu la même chose aussi, ou les psychothérapeutes plus thérapeutes conjugales, familiales. On apprend des choses à l'université, il y a un angle théorique qui nous est enseigné. Puis après ça, bien, on utilise nos couleurs comme personne. On devient, on se forge notre personnalité de thérapeute avec nos couleurs, comme on est dans notre personnalité, dans ce qui résonne pour nous aussi au niveau des valeurs et tout ça. Puis je te dirais que sans avoir étudié l'approche humaniste,
dans ma formation comme art-thérapeute, je l'étudie un petit peu au bac. C'est une approche qui me parle beaucoup parce que moi, dans mes valeurs, je suis très humaniste. Donc, beaucoup une approche qui est centrée sur les besoins du client, d'être beaucoup dans le moment présent, par exemple, de refléter un regard positif, ouais, c'est ça, j'essaie de traduire de l'anglais, mais un regard positif inconditionnel. Ça, c'est très humaniste comme approche. OK. Je vais beaucoup, c'est ça, axer sur les forces du client, par exemple. Je vais beaucoup penser qu'il y a ses réponses à l'intérieur de lui. Moi, je suis là pour l'accompagner, justement. Puis ça, cette approche-là, c'est davantage humaniste qui ne m'a pas été enseignée comme à la formation d'art-thérapie. Fait que, là, ça te donne un petit peu plus de jus sur c'est quoi, à quoi ça ressemble une séance. Puis c'est ça. Puis je suis encore en train de le développer. Mais c'est bon que tu me l'expliques de même. J'avais une de mes questions, justement, c'est comment se déroule une séance. Fait que 2 questions en un, c'est parfait. Oui. Ah, mais je vais avoir d'autres choses à te dire là-dessus, sur comment se déroule une séance. Ça se déroule comment une séance? Mettons, moi, je viens la première fois que je viens, qu'on se rencontre. Oui, excellent. La première séance, c'est toujours un petit peu plus long. Je donne habituellement, c'est du 60 minutes. La première séance, c'est 75 minutes parce que il y a tout le contrat, l'entente de confidentialité qui est à signer puis à expliquer. Moi, je prends vraiment le temps de m'asseoir avec le client, d'expliquer. C'est quoi exactement? L'entente, dans le fond, ça explique c'est quoi l'art-thérapie, c'est quoi les paramètres de la confidentialité. Si on se croise dans la rue, moi j'explique ça. C'est pas tous les thérapeutes qui font ça. Mais ça devrait toujours être expliqué. Moi, je trouve ça important. Ouais. Si on se croise dans la rue, à quoi s'attendre? Parce que je trouve que Sherbrooke, c'est un petit milieu. Puis comme je suis art-thérapeute, je m'intéresse à l'art. Hein? Dans ma vie personnelle, dans mes loisirs aussi. Donc, ça arrive quand même régulièrement que je croise des clients. Donc, j'explique aux clients, comme moi, je te dois à confidentialité au niveau de mon association professionnelle, de mon code de déontologie. Je peux pas aller vers toi et te dire « Salut, comment ça va? » Parce que je sais pas avec qui t'es cette journée-là. Je sais pas si tu es à l'aise que l'autre personne sache que tu consultes. Puis, je veux pas te mettre dans l'embarras. Non, c'est ça. Donc, moi, je vais jamais initier un contact avec un client en public. Je vais plutôt laisser le client m'approcher si lui ou elle se sent à l'aise. Puis j'explique que ça va me faire plaisir de te saluer si tu as envie de venir vers moi. Sinon, c'est comme si c'est pratiquement comme si j'ignore ce client-là. Comme si c'est un inconnu. Oui, c'est ça. Fait que j'explique ces choses-là. Donc, je prends un bon 15-20 minutes au début de la séance pour ça. Puis après ça, on se dirige tranquillement vers l'espace là, qui est l'art-thérapie. Je montre les matériaux. Je fais un genre de tour guidé là, du bureau parce qu'en fait, mon bureau, ça ressemble un petit peu à un studio. Il y a plein de matériaux, il y a une table pour faire la création, il y a plein de tâches sur la table. Mais c'est pas un bureau comme un psychologue qu'on s'attend. Là. Non, c'est ça. C'est semi. Je veux dire, oui, il y a une petite causeuse pour le moment où le client s'assoit au début puis on jase. Mais après ça, il y a vraiment tout le... Tout s'atelier un peu. C'est ça, exactement. Puis c'est sûr que là, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais demander à la personne, OK, qu'est-ce qui t'amène ici? C'est quoi, en gros, les objectifs que tu aimerais développer? Je vais faire un petit peu là, d'historique de, OK, ça ressemble à quoi là, ton environnement en ce moment? Je veux apprendre à connaître la personne. Donc, tranquillement, on a cette discussion-là. Puis, assez rapidement, là, je vais proposer une première création pour que la personne puisse, même si, souvent, là, on a beaucoup moins de temps de création à la première séance à cause du blabla du début, la poutine administrative et tout ça, mais je laisse un temps de création pour que déjà la personne puisse avoir une idée de ça va quoi l'expérience. Oui, c'est ça. Puis, je laisse beaucoup le choix des matériaux. Il y a des art-thérapeutes qui ont une moins grande sélection de matériel artistique. Pour ma part, ça fait partie aussi de mon approche théorique que j'ai apprise à l'école. Il y a comme une variété de matériaux. Puis, ce qu'il faut comprendre aussi en art-thérapie, c'est que chaque matériel a une propriété différente. Par exemple, la peinture à l'eau, l'aquarelle, ça a tendance à évoquer ou à faire émerger peut-être un petit peu plus de tristesse. C'est un matériel qui est très, très fluide, sur lequel on a peu de contrôle.
Puis les aquarellistes vont le dire, là, c'est un médium qui est difficile à maîtriser. OK. Ça peut prendre des années avant d'avoir vraiment la pleine maîtrise de ce matériel-là, de ce médium-là, je devrais dire. Puis, donc, pour une personne qui est très anxieuse, par exemple, qui vient me consulter parce qu'elle vit énormément d'anxiété dans sa vie, qu'elle a de la difficulté à contrôler son anxiété, si elle choisit l'aquarelle une première fois, puis qu'elle veut être encore beaucoup dans le contrôle, ça se peut qu'elle ne se sente pas très bien. Donc, tu sais, c'est juste, nous, comme art thérapeute, on est consciente de cette propriété-là des matériels. On laisse libre choix à la personne de choisir ses matériaux, mais on peut informer aussi. Donc, par exemple, ce serait le genre de commentaire que je dirais à la personne. J'aime mieux te le dire, ça se peut que ça soit plus difficile, challengeant pour toi, mais ça peut être un très bon exercice en même temps. Oui. Donc là, je t'ai amené un petit peu vers la propriété des matériaux, mais la question, c'était comment se passe une séance, c'est ça. Donc, après la création, tu sais, comment c'est placé dans mon bureau, c'est que la personne, elle crée. Moi, je suis un petit peu en retrait pendant la création. Je suis en posture de témoin, d'observatrice. Okay. Donc ça peut être un peu déstabilisant au début pour la personne parce que c'est rare qu'on se fait observer en silence dans la vie. D'ailleurs, je me rappelle très bien dans les premières séances en art-thérapie, j'avais de la misère avec ça, là. Le silence, justement, ce moment-là, je peux comprendre. C'est ça. Puis à un moment donné, on s'habitue, puis parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans ce moment-là, dans ce processus-là, puis il y a quelque chose de très... Je me suis rendu compte aussi au fil du temps, puis je l'ai étudié, que cette posture de témoin-là, il y a quelque chose de très contenant aussi, de très sécurisant. Parce que d'explorer, tu sais, on ne va pas dessiner n'importe quoi pour le fun, hein, en art-thérapie. Souvent, c'est très, très relié à ce qu'on est en train de vivre. Donc, d'avoir quelqu'un qui est là dans le cadre pour s'assurer de la sécurité émotionnelle, ça a quelque chose de rassurant, de contenant. Fait que je me place comme ça, en posture d'observatrice pendant la création. Puis après ça, je vais inviter la personne à afficher sa création sur le mur. Si c'est sec, si c'est pas sec, on va juste la mettre devant nous. Puis on va en discuter. Donc moi, j'appelle ça l'exploration de l'image. Okay. Donc là, c'est vraiment le moment dans la séance où on fait du sens à partir de la création. Okay. Donc, il y a quelque chose de soignant, de libérateur, juste de l'acte de créer. Ça détend, ça fait du bien. On a exprimé quelque chose, on l'a sorti de nous, ça fait déjà... Tu sais, il y a déjà quelque chose qui se passe. Mais après ça, c'est d'aller en faire du sens, c'est qu'on rajoute une couche de plus de compréhension. Puis, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, c'est un peu un mythe en art-thérapie, moi, je ne vais pas interpréter l'œuvre pour la personne. Ah, bien, tu vois, ça, c'est un mythe que je pensais. Oui, c'est ça, c'est un mythe, exactement. Des fois, les gens, tu sais, juste comme, mettons, dans mon cercle d'amis, on va faire une soirée d'art, puis les gens vont être comme, ah non, moi, je veux pas que tu vois ce que je crée, tu vas tout analyser. Oh. Non, tu sais, je peux avoir des indices, c'est sûr. J'ai de plus en plus, avec l'expérience, on commence à avoir l'habitude. Il y a des choses que c'est un langage, l'art. Il y a des choses, mon œil est plus sensible à ce que tu vas exprimer sur la page, mais je ne vais pas être en train de me dire, c'est une vérité absolue, tu as fait un X sur la... Ça veut dire ça, parce que tu as vécu ça, puis OK. Exactement. Ça n'existe pas pour nous, le dictionnaire des symboles. C'est tellement vaste, les symboles, l'univers des symboles. C'est relié à toute la culture, puis d'une culture à l'autre, d'une personne à l'autre. Il y a beaucoup de variances. La couleur rouge, pour toi, ça peut vouloir dire la colère, puis pour moi, ça peut vouloir dire l'amour. Là, je mets ça bien gros. Ouais, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est ça. Donc, mais par contre... dans mon rôle comme art-thérapeute, ce que je fais dans cette période d'exploration-là, c'est que j'amène la personne à se questionner sur sa création, puis par mes questions, j'amène à explorer. Fait que dans un premier temps, souvent, je vais demander... parce que moi, je vois quelque chose, puis la personne voit autre chose, souvent. Hein? Ah, c'est fait sûr. que je vais juste demander, qu'est-ce que tu as créé? Comment tu me décrirais ton image? Puis des fois, juste ça, je suis comme, OK, moi, j'étais dans le champ, tu sais. OK. Fait que je veux prendre ces mots. Je veux m'inspirer de sa compréhension pour l'amener à approfondir sa compréhension. Tu t'expliques sa création que lui-même a créée. Exactement. OK. Puis, justement, le fait d'avoir été en posture d'observatrice, ça m'amène aussi à avoir été à l'affût de certaines choses que la personne peut ne pas avoir
capter, par exemple, quand elle créait un tel personnage dans son image, elle tapait du pied comme ça, puis elle avait l'air vraiment nerveuse, puis son visage s'est crispé. Fait que là, moi, je peux revenir là-dessus en disant « Hey, ce personnage-là, est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? J'ai remarqué telle chose. » « Ah, t'as remarqué ça? Ah, mais c'est drôle, j'ai dessiné ma mère, puis justement, j'ai pas vraiment de bonne relation avec elle. » Fait que justement, ton rôle d'observatrice durant le silence, il est pratique pour ça, justement, de voir le non-verbal de la personne par rapport à ce qu'elle représente sur son dessin. Okay. Absolument, oui. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le non-verbal. Oui, bien, c'est 70%, je pense, de notre langage, et c'est le non-verbal. Exact. Ouais. Puis, faut-tu être bon en art pour voir une art-thérapeute? Tu sais, parce que moi, en art visuel, je suis vraiment mauvais. C'est vraiment pas ma force. Mm-hmm. Est-ce que c'est un besoin ou tu peux être vraiment pas très bon là-dedans puis avoir recours quand même à un art-thérapeute? C'est un autre des mythes ou des questions qu'on me pose toujours, mais il n'y a aucun besoin d'avoir des habiletés artistiques pour faire partie pour avoir recours à l'art-thérapie. Non. Parce que, en fait, si on y pense bien comme il faut, la création par l'art, par l'image, ça a fait partie de notre petite enfance. On s'est exprimé par l'art à partir du moment où on a su tenir un crayon dans nos mains. Puis, on a exprimé des choses, on a représenté des choses. On ne l'a pas nécessairement exploré, puis ça n'a pas nécessairement été thérapeutique à ce moment-là, mais c'est un langage qu'on sait utiliser. Donc, à partir de ce moment-là, tu es capable de tenir un crayon, tu es capable de tenir un pinceau, de créer une image, mais tu peux bénéficier de l'art-thérapie. Cela dit, je ne suis pas en train de dire que c'est nécessairement une approche qui convient à tout le monde, à toutes les occasions, mais il n'y a pas de prérequis au niveau de la connaissance artistique. Puis même, ça m'est arrivé des fois de travailler avec des artistes, puis que des artistes visuels, puis c'est pas dans tous les cas, mais des artistes qui sont peut-être un petit peu plus perfectionnistes dans leur médium à eux, par exemple le dessin, ils vont avoir tendance à dire « Hey, moi, dans tes séances, je ne vais pas dessiner parce que je sais que je vais tout le temps être en train de me juger puis vouloir, tu sais, je vais être trop dans ma tête parce que c'est mon travail, c'est mon médium. » Ah oui, ça, je comprends totalement ça. C'est ça. OK. Oui, fait que, tu vois, dans l'exemple opposé de quelqu'un qui serait très, très talentueux ou qui utilise ça de façon régulière, c'est pas toujours utile, nécessairement. OK. Fait que c'est pas du tout un prérequis. Puis, on est tous créatifs, on a tous cette fibre-là, fait que... Mais même des enfants, des fois qui dessinent des dessins primaires, puis ça pose des questions aux profs de qu'est-ce qui se passe à la maison, tout ça. J'avoue que souvent, les enfants, il y a une certaine représentation qu'on peut voir dans leurs dessins de leurs sentiments, puis de leur vie, puis de qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce qu'ils pensent. Absolument. Puis avec quel type de clientèle tu travailles? Est-ce que tu travailles avec tout le type d'âge ou tu as plus une clientèle en particulier? Je travaille avec tous les types d'âge. J'ai développé une niche, si on veut, auprès des enfants et des adolescents. Okay. J'aime beaucoup travailler avec les enfants et les adolescents. Ça ne m'a jamais quitté depuis... mais non, mais tu as commencé à étudier pour devenir enseignante. Oui. Puis pour moi, c'est un objectif. Aussi, OK. Oui. Quand j'ai décidé de faire la transition de l'enseignement à l'art-thérapie, je me suis dit, mais c'est parfait, je vais pouvoir continuer à travailler avec des enfants. Je savais que l'art-thérapie auprès des enfants, c'était très concluant aussi. Donc, ils font partie de ma clientèle. Adolescents aussi, j'adore travailler avec des ados. Okay. C'est une période vraiment particulière dans le développement. Et je me rends compte que l'art est vraiment un canal extraordinaire pour eux. Ouais. Ah ouais? Oui. Il y a tellement de choses qui se passent dans leur cerveau. Ça va vite. C'est très intense au niveau émotionnel, l'adolescence. Puis d'avoir un endroit neutre avec quelqu'un de neutre où est-ce qu'ils peuvent exprimer tout ce qui se passe sans la peur du jugement des amis, des fois. Mm-hmm. Puis en même temps, il y a quelque chose... En tout cas, moi, j'ai développé une passion pour travailler avec les ados parce que je me rends compte qu'ils sont... En tout cas, les ados qui viennent me voir, je les trouve tellement vifs. Peut-être qu'ils ont plus une facilité de s'exprimer aussi, justement, plus avec l'art qu'avec les mots. Peut-être, oui, c'est ça, parce que c'est encore en développement. Ouais. C'est ça, exact. Puis comme tu dis, il se passe tellement d'affaires dans ta tête que des fois, tu as de la misère à tout mettre des mots sur tout ce que tu penses. Fait que peut-être que justement, l'art peut amener cette libération-là, vraiment. Exact, oui. Puis je travaille aussi avec des adultes en passant. Des adultes qui sont en démarche de croissance personnelle. Je te dirais que c'est plutôt ça, ma clientèle qui vienne vers moi, là. Je n'ai pas développé d'expertise dans une problématique en particulier.
J'accompagne beaucoup, c'est ça. T'es polyvalente. Je suis très polyvalente. Les art-thérapeutes... Pas le choix? Je te dirais que par la bande, on développe tout ça. Puis c'est ça, on n'a pas parlé encore de mes projets, mais il y a aussi toute une clientèle que j'ai développée là, à l'extérieur, par exemple, les vétérans, les militaires en libération médicale. C'est un projet que j'ai développé par la bande, tu vois. Fait que ils font partie de ma clientèle aussi en ce moment. Je travaille aussi avec des enfants autochtones. On va parler tantôt. Issus de différentes communautés, c'est ça. Fait que ma clientèle est très, très variée, mais au niveau de l'âge aussi. Je te dirais que la seule période de vie que j'ai pas encore touchée, c'est les aînés. J'ai pas, ça n'a pas à donner. J'ai travaillé avec des aînés. Je sais qu'il y a beaucoup d'art-thérapeutes qui sont allés travailler soit en résidence ou en CHSLD. Pour ma part, ça m'est pas arrivé encore, mais peut-être un jour. Peut-être, ben oui. Puis ta clientèle, souvent, elle t'est référée ou c'est du monde qui voulait voir une art-thérapeute? Parce que tu me dis que c'est encore pas très, très connu. Mm-hmm. Fait qu'en majorité, c'est plus référé ou c'est vraiment du monde qui ont dit « Moi, je voulais trouver une art-thérapeute, puis j'ai trouvé ton site. » C'est beaucoup des gens qui s'auto-réfèrent. Ouais. Qui cherchent une art-thérapeute, qui ont entendu parler que telle personne voyait une art-thérapeute, puis c'est venu résonner pour eux, faire hey, « Moi aussi, j'aimerais ça, je pense que ça serait un bon médium pour moi ou pour mon enfant. » Et bien, c'est sûr que mes références, dans le fond, elles vont venir... Oui, il y en a qui me sont référés, mais j'ai pas de partenariat, par exemple, avec le milieu médical. Donc, les références que je vais avoir, c'est plus du bouche à oreille. Telle personne m'a parlé de toi. Ou ça m'arrive aussi parce que dans le domaine de l'art-thérapie, en ce moment, il y a beaucoup d'art-thérapeutes qui ont les 2 titres, psychologue et art-thérapeute. À Sherbrooke, il y a une bonne proportion, je te dirais, des art-thérapeutes qui ont le double titre. C'est sûr que les psychologues, en ce moment, on commence à voir ça. Là, ils ont des listes d'attente à n'en finir. Puis, fait que je trouve ça vraiment, vraiment gentil de la part de mes collègues, puis en même temps, super pour les clients. Ils vont me référer des fois des clients qui ne cherchent pas nécessairement à rencontrer une psychologue, qui veulent faire rencontrer leur enfant. Puis attendre, c'est difficile pour un enfant qui est en difficulté, en détresse, là, dans le moment, on veut qu'il soit vu assez dans la période qu'on est. Oui. Donc, ça m'arrive qu'il y a des collègues qui vont me référer. C'est plus ça mes références, je te dirais. Puis toi, tes séances, mais il y a eu le COVID, tu faisais ça comment, tes séances? Parce que tu faisais tout ça en ligne? J'ai fait un bout en ligne, dans le plus gros là, du COVID, là, mais les thérapeutes, les psychologues, les psychothérapeutes, tout ce qui est de la profession, de la relation d'aide, on était considérés comme service essentiel. OK. Alors, on a pu continuer à travailler en présentiel. Même durant la première vague? C'est là que j'ai fait du virtuel au début. Ça. Mais ça n'a pas duré longtemps. Puis il y en a que j'ai continué en virtuel parce qu'on se rendait compte que ça allait bien, que c'était plus simple pour eux. On avait une relation depuis un bon moment, donc on s'est dit, tiens, pourquoi pas? C'est sûr que ça pouvait générer de l'anxiété, même à la deuxième vague, par exemple, de sortir. Mais oui, c'est sûr. Fait que, mais oui, j'ai découvert le virtuel. Moi, j'aurais jamais pensé dans ma vie faire ça, là, comme je savais pas que ça existait. OK. Puis, avec la pandémie, j'ai découvert ça, puis je me suis mis à aimer ça. Puis, j'avais une association, ça va m'amener dans un autre des projets, mais j'avais une association avec une communauté autochtone. Ben, c'est ma prochaine question, justement. Bon. Parce que ça, tu as fait de l'art-thérapie, justement, en virtuel avec des communautés autochtones. Ouais. Fait que ça vient de là un peu. C'était issu de la pandémie. OK. Exact, c'est ça. Donc, pendant la pandémie, en fait, moi, je suis en partenariat avec la Fondation du Dr Julien, qui est de la pédiatrie sociale. Puis eux se sont rendus compte que les enfants en milieu éloigné souffraient beaucoup, justement, du manque de professionnels sur place avant même la pandémie. Mais la pandémie a amené un retrait de ces professionnels-là qui ne pouvaient plus se rendre dans les communautés. Et donc là, la Fondation du Dr Julien a mis sur pied un projet pilote de thérapie à distance. Et moi, j'étais déjà comme impliquée avec la communauté de Manawan, les Atikamekw de Manawan. OK. Puis c'est un centre de pédiatrie sociale qui fait partie du réseau du Dr Julien. Donc, ils m'ont approché en me disant, est-ce que tu aimerais l'essayer aussi en virtuel? Je dis, pourquoi pas? Puis ça se passe super bien. C'est assez particulier. Ouais. Et je pense pas que c'est pour tous les enfants. Je pense que c'est à partir d'un certain âge aussi. Comme
Mes plus jeunes, là, c'est plus 9-10 ans. Là. Okay. Je n'irais pas nécessairement en bas de ça, parce que c'est quand même 60 minutes devant un écran. Oui, c'est ça. Alors qu'en vrai... En présentiel, c'est complètement différent. Ben, oui, les enfants, ils bougent dans mon bureau, ils se promènent. Puis, mais oui, ça permet justement d'offrir des services à des gens qui en avaient peu, puis ça s'est gâché avec la pandémie. Fait que ça, c'est vraiment génial. Puis ça m'a permis d'ouvrir cette perspective-là aussi au privé pour des gens qui sont à l'extérieur. Oui, aussi, oui. Oui, fait que j'ai développé ça aussi. Fait que... Ah, c'est vraiment un beau projet, là. Oui, oui. Puis sinon, un autre projet que tu as fait qui m'impressionne beaucoup, c'est la Ruche d'Or, en association avec le Musée des Beaux-Arts. Ça, je veux que tu m'en parles de comment ça a été créé, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe là-bas. C'est vraiment, je trouve ça fabuleux comme projet. Oui? Oui, vraiment. OK. Ben oui, la Ruche d'Or, c'est comme mon petit projet bébé, là. Je l'aime d'amour. Mais en fait, je dis mon petit projet, mais c'est notre projet, tu sais. Si on recule dans l'histoire, dans le fond, le concept d'une ruche d'art, c'est un studio d'art communautaire qui est offert gratuitement au public. C'est pas le seul à Sherbrooke, il y en a un peu partout dans le monde. Exactement, c'est un mouvement. Et ça a été fondé par une de mes professeurs qui s'appelle Janice Tim Bottas, qui s'est associée avec une autre art-thérapeute à Montréal qui s'appelle Rachel Cheney, que je salue les deux. Puis, dans le fond, ensemble, elles ont vraiment développé un réseau de ruches d'art à Montréal. Ça a été beaucoup ça, le berceau des ruches d'art. Maintenant, il y en a partout dans le monde. Il y a 150. OK, le berceau est à Montréal, en plus? Ben, moi, je dis oui. Je dis ça parce que, je veux dire, la première ruche a été fondée dans l'Ouest américain, dans l'Ouest canadien. Ça a été les 2 premières ruches que Janice a mis sur pied. Okay. Mais je pense qu'elle serait d'accord avec moi que quand elle est arrivée à Montréal, elle a développé un super partenariat avec l'Université Concordia qui a financé de la recherche sur la ruche d'art. Okay. C'est devenu, en fait, un cours que moi, j'ai eu la chance d'assister. Ça fait partie de ma formation. Donc, studio d'art communautaire, Community Art Studio. Okay. Donc, nous, on a reçu cette formation-là comme art-thérapeute de comment mettre sur pied un lieu comme ça. C'est quoi les habiletés, les valeurs... c'est qu'est-ce qu'on a besoin là, de mettre en place pour faire un projet comme ça. Et là, ça fait de boule de neige. Parce que là, il y a beaucoup d'art-thérapeutes quand même. Bien, beaucoup. Pas beaucoup, mais proportionnellement, je veux dire, il y avait quand même de la main-d'œuvre pour faire rouler la roue. Puis, ce qui est chouette avec les ruches d'art, c'est que c'est un lieu qui est extrêmement inclusif et qui n'est pas clinique. Donc, la ruche d'art sur le spectre de l'art-thérapie, tu sais, mettons, au bout, tu as comme l'aspect plus clinique, comme moi je fais là, en séance, où est-ce qu'on a un objectif thérapeutique, on travaille une problématique. Moi, j'appelle ça plus l'aspect clinique de l'art-thérapie. Okay. Puis sur le spectre opposé, tu as une ruche d'art, qui est un lieu de création ouvert à tous, où est-ce qu'il n'y a pas d'objectif thérapeutique. On ne travaille pas une problématique. Non, mais ça, tu me l'avais dit justement, je ne fais pas de la thérapie là-bas. C'est pas le but de la ruche d'art. C'est ça. Donc, comme cette perspective-là est très ouverte, ça fait que ce n'est pas nécessairement des art-thérapeutes qui vont animer des ruches d'art. OK. Donc, ça permet d'en créer tout plein. Ben oui, c'est ça justement. C'est ouais. ça. Fait que, tu vois, nous, au Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke, on a développé la première ruche officielle ici, en région. Et c'était en 2018 qu'on a mis la première ruche sur place. Si je me rappelle bien, 2018? 2019? 2019, excuse-moi. On entame la 3e année cette année. Okay. Donc, c'était 2019. Et on a déjà ici à Sherbrooke, là, j'ai vu ça passer récemment, il y a la salle Le Tremplin, qui est un organisme pour les 16-30 ans. Eux ont décidé de faire un projet de ruche d'art mobile. Et donc, c'est un petit chariot qui vont promener dans les rues de Sherbrooke pour amener l'art aux gens. Parce qu'ils aimaient beaucoup la perspective de la ruche d'art. Il y a une de mes amies qui travaille de rue qui me parlait de ça. Ça me revient, là, elle me parlait de ça derrière. C'est ça. Donc, c'est une ruche d'art aussi. Tu vois, puis c'est pas des art-thérapeutes qui travaillent pour cette ruche d'art-là, puis on est tellement contents, les art-thérapeutes, de voir que... Ben oui. C'est ça, c'est vraiment... C'est chouette, là, toute la métaphore avec la ruche. Tu sais, on pollinise comme ça. Oui, c'est bien dit, là, oui. La communauté, tu sais, puis un des objectifs d'une ruche d'art, justement, c'est de créer du lien.
de renforcer le tissu social, d'amener les gens à se rencontrer, de promouvoir la mixité sociale, défaire l'isolement qui est tellement présent. Fait que, on veut justement aller chercher les populations marginalisées parce que c'est merveilleux d'avoir une ruche au Musée des Beaux-Arts, puis on travaille vraiment fort à la démocratiser puis à aller chercher des publics éloignés. Mais on ne réussit pas encore à aller chercher tout le monde, c'est tout à fait normal, mais qu'eux se déplacent pour aller chercher les gens qu'on ne verrait peut-être pas encore. Et là, justement, on parle d'un partenariat, là, c'est en train de se tramer là, pour, à un moment donné, peut-être les amener au musée, justement. Ah, ben oui! Il y a vraiment... c'est un milieu incroyable. Une ruche d'art, là, pour ceux qui se demandent à quoi ça peut ressembler, c'est un espace-temps. Fait que, au Musée des Beaux-Arts, ici à Sherbrooke, c'est tous les premiers dimanches du mois, entre 1h et 16h, quand c'est en présentiel. On l'a transféré en virtuel pendant toute la pandémie. Donc, ça n'a jamais vraiment arrêté. À part pour l'été, là, durant la pandémie, en plus, c'était un peu international. Là. Tu me disais, on a eu du monde de l'Espagne qui participait, puis tout ça, tu fais comme, oh, wow, OK, c'est beau, là, c'est vraiment pas juste Sherbrooke, là, c'est au niveau international, c'est impressionnant. Tout à fait. Ah oui, c'est ça, c'est magnifique. Donc, les gens, c'est ça, sont juste invités à se présenter, puis, tu sais, c'est ça qui est chouette, c'est que c'est des espaces qui sont pas dirigés. C'est on favorise beaucoup la créativité puis l'autonomie. Donc, souvent, on va montrer son les matériaux, puis on va lancer les gens dans la création de façon libre. C'est sûr qu'avec la ruche d'art du musée, les gens n'étaient pas nécessairement habitués au début, puis ça peut être intimidant, c'est ça. Fait que des fois, je proposais des petits exercices de réchauffement, surtout en virtuel, ça nous a permis de faire ça. Oui, j'imagine, oui. À la formule virtuelle, moi, j'ai adoré, j'aurais pas pensé, encore une découverte de la pandémie. Ben, moi aussi, ça m'a surpris quand tu m'avais dit ça. Ouais, on a continué durant la pandémie en virtuel. Je suis wow, OK, le monde veut vraiment, c'est le fun. Vraiment, ah oui, les gens avaient besoin de cet oasis-là, créatif. Puis ce que ça nous a permis en virtuel, c'est d'aller chercher des musiciens qui jouaient live. À chaque ruche, on a eu des musiciens, puis des musiciens différents de Sherbrooke qui venaient nous jouer, faisaient 2 sets. Puis pendant qu'ils jouaient, bien là, les gens créaient, tu sais, puis ils rentraient dans leur bulle. Puis après ça, je faisais une pause, puis là, on jasait, le musicien allait prendre sa pause, puis là, on se montrait nos créations, puis là, ça inspirait, tu sais, les gens s'inspirent entre eux. C'est ça il y a une magie qui s'opère dans une ruche d'art. Oui, j'imagine, oui. Il y a quelque chose qui se passe. Puis moi, mon rôle, justement, comme art-thérapeute, bien, c'est d'amener les gens à créer des liens entre eux, de faciliter cette cohésion-là. Parce que c'est sûr que pour des gens qui ne sont pas habitués ou qui sont plus isolés, ça peut être super intimidant d'aller parler à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Donc, je vais le faire de façon très fluide, là, tu sais, les gens s'en rendent même pas compte. Moi-même, je m'en rends pas compte, mais j'amène les gens à se parler, puis il y a vraiment des beaux échanges qui se créent. Mais ça doit être beau, tu sais, de monter ça, puis de voir justement que le monde vienne, puis il y a vraiment quelque chose qui se crée, ça doit vraiment être touchant, tu sais, c'est une belle tape dans le dos, faire comme, ça a marché ce que tu as fait, tu sais, ça a vraiment amené de quoi. Très touchant, très touchant. Puis, tu sais, tout à l'heure, je parlais que c'était mon bébé, mais après ça, j'ai dit, tu sais, c'était vraiment notre bébé. Puis, je tiens à le redire, je tiens à saluer mes collègues du Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke. Ça a été... je pense pas que j'aurais amené la ruche aussi loin si j'avais travaillé seule. Renaud Doucet était l'animateur... c'était quoi son titre? À la... éducatif, à la vie éducative du musée. Après ça, ça a été ma collègue Catherine, que je salue. On travaille encore en partenariat ensemble. Puis, on co-anime ensemble les ruches d'art. Puis, pour vrai, c'est tellement stimulant parce qu'on brainstorm ensemble. Puis, avec la ruche en virtuel, on a amené des thématiques à chaque ruche. On voulait que les gens se sentent interpellés. C'est sûr que quand on laisse ça libre, des fois, ça peut être trop intimidant. Fait que de mettre juste un petit thème, de faire, par exemple, OK, c'est le mois de novembre, chaleur, OK. Puis là, on développe autour de ça, on brode, puis les liens se font. Mais oui, vraiment, de travailler avec l'équipe du musée, mes collègues, ça a été très, très stimulant. Puis ça a comme vraiment amené un petit oomph au projet, là. Ouais. Fait que c'est chaque premier dimanche du mois au Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke. Exact. C'est gratuit. C'est gratuit. Puis vous fournissez le matériel.
Exact. Juste pour que vous le sachiez, si vous voulez y aller, vous êtes les bienvenus. Oui, puis les gens peuvent aller sur le site de La Ruche. On va mettre ça dans le lien en dessous, justement, là, pour qu'ils puissent se rendre. La page Facebook de La Ruche ou le site du musée. On s'est créé une page Facebook juste pour le projet de La Ruche du musée. Puis c'est vraiment chouette parce que les gens, après les ruches, sont amenés à publier des photos de leur création. On continue à s'alimenter entre les ruches aussi. Là. Ça fait des beaux albums, justement, de qu'est-ce qui s'est produit. Vraiment. Il y a un autre projet aussi que tu as participé, ton implication dans Rassembleur, que je trouve qui est aussi un Christy de beau projet. J'aimerais ça que tu me parles de comment tu es arrivé à ton implication là-dedans, puis c'est quoi ce projet-là? Ouais. Ben en fait, c'est encore avec le Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke. Une chanson là? Ah, écoute, je les aime assez. Tellement une belle gang. Je sais pas si t'es déjà allé. Oui, je suis allé une couple de fois avec mon fiel, là. C'est vraiment c'est un chic spot. Oui, vraiment, vraiment. Je pense qu'il y a quand même la belle directrice Maude Charland-Lallier qui est pour beaucoup là-dedans. Là. Elle a dynamisé le musée. Elle a mis beaucoup d'amour dans les dernières années. Puis, grâce à l'équipe de personnes fantastiques. Des passionnés. Des passionnés, c'est ça. Fait que, dans le fond, eux autres sont craqués, comme moi. Puis, ils veulent amener leur thérapie à un autre niveau au musée. Donc, on a commencé par la ruche d'art, puis après ça, on s'est dit, OK, on réussit pas à aller chercher tout le monde qu'on aimerait. On veut que la ruche soit vraiment un lieu de mixité, comme je disais, d'inclusion sociale. Fait que les publics marginalisés, ils viennent pas. Pourquoi ils viennent pas? On s'est posé des questions. Et puis, ça donne bien, c'est dans un des objectifs du musée, ici, à Sherbrooke. D'avoir plus du monde de marginalisé. La démocratisation de l'art, sortir là, des sentiers battus, puis aller chercher, c'est ça. C'est pour ça aussi que tous les premiers dimanches du mois, les musées sont gratuits aussi pour pouvoir amener le monde qui sont peut-être moins de moyens, justement, à pouvoir profiter de ça. Là. Exact, c'est ça, oui. Tu fais bien de le mentionner parce qu'on disait que la ruche était gratuite. Mais les musées au Québec sont gratuits le premier dimanche de chaque mois. C'est ça. Fait que si ça vous tente d'aller à un autre musée à un moment donné, c'est ça, c'est gratuit. Fait que, donc, on avait cette préoccupation-là d'aller chercher des publics marginalisés. Puis de les amener à la ruche, mais on veut pas les forcer non plus. Tu sais, on veut que ça se fasse de façon naturelle. On veut les amener aussi à se familiariser avec le musée, avec l'art en général. Donc, on s'est dit, pourquoi pas mettre sur pied des projets d'art-thérapie plus fermés, en groupe fermé, d'aller chercher justement ces gens-là. Et on s'est inspiré beaucoup de ce qui se passe au Musée des Beaux-Arts à Montréal, qui est aussi une super équipe que je salue. Mon collègue Steven Legary, dans le fond, est le premier art-thérapeute à travailler dans un musée comme art-thérapeute à temps plein. Oh ouais. Je tiens à saluer ça, c'est quand même assez incroyable. Ouais, OK. Je savais pas que ça se faisait, ça. OK, wow. Ouais. Fait que lui, son travail, il se fait qu'au musée, entre autres à la ruche. Eux, ils ont une ruche, c'est un local qui est utilisé que pour la ruche. Ils ont eu vraiment un beau coup de main de toutes sortes de fondations, là, et ils ont créé cet espace-là qui est magnifique. Si jamais tu as la chance d'y aller, si je me rappelle bien, là, je sais pas avec la pandémie, qu'est-ce qui se passe? Mais à l'époque, c'était 2 jours semaine, mercredi et dimanche. OK, 2 jours semaine aussi, ouais. OK. Lui était là de genre 9 à 5, là, du mercredi, les mercredis et les dimanches pour accueillir les gens à la ruche. Puis le reste de son temps, il accueille des groupes qui vivent des problématiques en particulier. Donc, au musée des... je nomme ça parce que c'est vraiment de ça qu'on s'inspire. Non, mais c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Oui. Donc, eux, ils vont travailler, par exemple, avec des gens qui souffrent de troubles alimentaires. Des gens qui ont été atteints d'une maladie, par exemple, ou qui vivent un cancer. Là, je nomme toutes sortes de problématiques. Puis, lui, il va faire une visite du musée. Puis après ça, il va se retrouver dans l'atelier. Il va fermer la porte. C'est pour ça qu'on dit groupe fermé. Donc, c'est pas un atelier qui est ouvert au public. C'est que pour ce groupe de personnes-là. Et là, on va les inviter à créer et de s'inspirer des créations qu'on a vues. Donc, c'est la même chose qu'on a reproduit au musée. OK. Et on voulait que ce soit un public marginalisé qui n'avait pas nécessairement l'habitude de venir au musée. Donc, puis là, on est en pandémie, hein? Fait que là, essaye de trouver un groupe qui peut être dans un espace qui est déjà comme une bulle. Donc, on a pensé au Centre Saint-Michel et on est allé chercher un groupe de femmes en francisation. C'était, si je me rappelle bien, c'était 5 femmes de Centrafrique
J'ai vu le vidéo, c'est vraiment touchant. Ouais. Ah, j'ai tellement aimé ça, travailler avec ces femmes-là. 3 ateliers. Donc, c'était vraiment dans un processus, tu sais, quand même, c'est ça, sur 3 ateliers de 3 heures chaque. Donc là, il y a toutes sortes de liens qui se font. Tu me disais, il y a une madame qui n'avait jamais touché un pinceau de sa vie. Oui. C'est quelque chose, là. Ouais. Ah oui, puis elle riait, cette femme-là, mon Dieu, je me rappelle. Elle trouvait ça drôle de se retrouver dans cette posture-là, puis elle était comme... Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? C'est comme... OK, ouais. Elle se demandait vraiment ce qu'elle faisait. Puis moi, j'ai toujours eu confiance, tu sais, qu'elle allait réussir à créer quelque chose. Puis je me rappelle, à la fin de l'atelier, était... Mais j'aurais jamais pensé être capable de créer quelque chose. Puis elle était satisfaite de ce qu'elle avait créé. Puis, on s'entend, c'est des femmes qui ont un parcours de réfugiés. Et donc, elles ont vécu toutes sortes de choses à travers ce parcours-là. Elles ont perdu des personnes importantes, souvent dans des conditions assez traumatisantes. Donc, elles ont vécu un parcours difficile. Elles ont aussi laissé derrière des choses qui sont très précieuses pour elles. Donc, je leur ai permis, dans le cadre d'une activité qui était la boîte de souvenirs, dans le fond, elles choisissaient une boîte. C'est très simple comme projet, mais ça a été très révélateur puis tellement riche. Dans le fond, je les invitais à créer la boîte à leur image avec des éléments d'elles-mêmes dont elles étaient fières, dont elles avaient envie de mettre en valeur. Puis à l'intérieur, des souvenirs, de gens qu'elle avait laissés derrière. Juste comme ça permettait un petit peu de faire une espèce de petit rap autour de leur parcours. Okay. C'est des femmes qui sont très, très résilientes, qui sont souvent le seul pilier de la famille, qui n'ont pas nécessairement le conjoint. Donc, elles n'ont pas nécessairement la chance de s'arrêter, de réfléchir à leur expérience, de juste prendre un moment pour elles-mêmes. Donc, de pouvoir créer cet espace-là pour elles, puis qu'elles puissent réfléchir, puis refléter sur ce qu'elles ont vécu. C'était assez puissant. C'était assez puissant. En tout cas, d'être témoin de ça, c'était magnifique. Puis je pense que pour elles aussi, ça a été vraiment bienfaiteur. Puis c'est un groupe qui avait déjà des liens entre elles. Oui. Donc ça a aidé aussi à se familiariser au musée. Puis, tu sais, elles sont venues pendant 3 semaines. Donc, à un moment donné, il y a comme une habitude qui se crée. En tout cas, j'espère vraiment très fort les revoir au musée. C'est ce qu'on souhaite avec cet espace-là. Mais en soi, tu sais, l'expérience qu'elles ont vécue était positive, puis était entière. Puis tant mieux si on les revoit. Mais ça, tu donnes quelqu'un un pinceau pour la première fois, la personne est désemparée, puis elle finit par créer de quoi? Ça doit être... ça doit faire du bien. Oui, pour l'estime. Pour l'estime, puis aussi, c'est comme tu dis, c'est un moment pour eux. Ils pensent à eux, à qui ce qu'ils ont vécu, puis ils expriment ça avec l'art. C'est très beau. Oui. Tu as été aussi assistante de recherche chez Sherpa. Oui. J'aimerais ça que tu m'expliques c'est quoi Sherpa, pour commencer. Oui. Puis ensuite, ça a été quoi ton implication en tant qu'assistante de recherche là-bas? Oui. Sherpa, c'est un institut universitaire. Je suis allée lire la définition ce matin. C'est long de même, fait que je vais vous le résumer dans mes mots. Moi aussi, pour ça, j'ai écrit Sherpa parce que c'était long maudit. Oui, c'est ça. D'ailleurs, je pense pas que c'est un acronyme. C'est plus une image qu'on veut donner. Mais c'est ça, c'est un institut universitaire de recherche qui combine des expertises différentes dans le domaine, je dirais, de l'intervention première ligne avec une population pluriethnique. C'est un résumé, ça, imaginez. Fait que, dans le fond, eux, Sherpa, sont incroyables. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec l'équipe de Sherpa quand j'ai fait mon premier stage en art-thérapie. Non, mon deuxième, en fait. Mais quand j'étais stagiaire en art-thérapie... Tu n'étais même pas encore sur le marché du travail, là. Non, exact. J'étais stagiaire. Je travaillais dans un CLSC comme art-thérapeute. Puis, dans le fond, j'allais donner des services d'aide individuelle aux enfants dans les écoles. Et... c'était la chef d'équipe, dans le fond, du département santé mentale jeunesse à cette époque-là. C'était Cécile Rousseau, qui est une psychiatre qui travaille auprès des enfants, mais qui s'est spécialisée vraiment au niveau du transculturel. Donc, elle travaille qu'avec des populations qui viennent de différentes origines. Et c'est une expertise en soi, hein, ça. Parce que on expérimente les choses beaucoup à travers l'angle de la culture, même s'il y a quelque chose de très universel dans la psyché.
Fait que c'est extrêmement enrichissant. Puis dans le fond, elle avec son équipe, là, ils ont développé toutes sortes de recherches pour promouvoir le mieux-être chez les enfants et les familles immigrantes. OK. Et à Sherbrooke, dans le fond, il y a un projet avec ma collègue art-thérapeute Marie-Ève. Dans le fond, on va dans différentes écoles donner ce projet-là. Moi, le projet que j'ai donné, c'était Art et conte l'année passée. Donc, c'est 12 séances de 1 heure chaque où est-ce qu'il y a une art-thérapeute qui se présente à l'école, qui n'est pas nécessairement une art-thérapeute, là, mais c'est vraiment sur le médium, comment l'art peut promouvoir le mieux-être chez ces enfants-là. Puis c'était, on voulait voir des indicateurs de décrochage scolaire chez ces enfants-là, puis voir comment l'art pouvait faire une différence dans leur parcours. Moi, pour vrai, je peux même pas donner aucun indice sur c'est quoi les résultats. On n'en est même pas rendu là de toute façon. Moi, j'étais dans la collecte de données. Donc, mais ce que j'aime de ce projet de recherche-là, c'est que ça me donne un accès direct aux enfants. Oui, exactement. Ouais. Fait que moi, je suis comme aux anges, là. Fait que, dans le fond, c'était une classe d'accueil. Et pendant 12 semaines, à chaque semaine, j'allais leur raconter un conte à l'oral, comme ça, pas avec un livre. Je leur racontais une histoire. Fait qu'au niveau aussi de la langue, c'est merveilleux, de leur pratique du français, apprendre des nouveaux mots. Puis, j'interprète ce conte-là, puis j'adore ça. Puis, je fais embarquer les enfants à travers ça. Puis après ça, c'est art et conte. Donc, la partie art, c'est qu'après la lecture, l'interprétation du conte, je les invite à créer une image. Puis c'est très libre. On leur laisse créer une image, puis il y en a qui vont s'inspirer du conte, il y en a que non. Puis là, on voit les thèmes qui reviennent, on voit s'il y a une évolution à travers les dessins. On documente tout, on prend en photo toutes les images des enfants, ce qu'ils nous ont dit, ce qu'ils ont fait. Donc ça, c'est un des projets que Sherpa a. Il y a aussi jeu de sable. Donc ça, c'est à l'hiver passé, j'ai fait jeu de sable. Donc dans une classe, c'est pas une classe d'accueil, mais c'est un milieu très, très pluriethnique. Donc, il y avait une mixité d'enfants immigrants, réfugiés, québécois. Ils sont tous québécois, mais je veux dire, comment on dit ça, originaires d'ici. Puis, dans le fond, à travers ce projet-là, on donnait un jeu de sable, donc un bac à sable assez grand, là, comme ça, à chaque enfant. Puis, au centre, il y a une collection de figurines. En fait, le jeu de sable, il faut savoir que c'est un autre médium de l'art-thérapie que j'ai eu la chance d'étudier. Ouais. J'ai pas encore de jeu de sable dans mon bureau, mais ça s'en vient, je te dis. C'est un outil de projection aussi parce que, dans le fond, la personne, c'est pas juste les enfants qui peuvent utiliser un jeu de sable, là, ça peut être les adultes aussi. Dans le fond, ils vont créer un univers à partir des figurines. Donc, un peu comme quand tu fais du collage, tu vas découper des images qui existent déjà, c'est pas toi qui les as créées, mais tu les mets en interrelation, tu crées une histoire. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être exprimées à travers ça. Puis les enfants, eux, en plus, c'est qu'ils peuvent jouer. Ils jouent avec les figurines, il y a des choses qui se passent. Puis c'était fascinant. C'était fascinant de voir. Puis c'est encore une fois sur 12 semaines, ce projet-là. Puis là, c'est juste un autre médium qu'on a pris, dans le fond. Puis eux, c'était plus du jeu libre. Il n'y avait pas de conte. C'était du jeu libre, mais on les laissait s'exprimer dans le sable. Puis le sable a quelque chose aussi de très apaisant au niveau sensoriel. C'est juste le contact avec le sable. Puis, tu es à la plage, les pieds dans le sable, là, t'es tellement bien. Eh oui, c'est ça. Puis pour certains enfants, ça peut évoquer des souvenirs, tout dépendamment de où ils viennent, le contact avec le sable. Puis nous, c'est sûr qu'on observait beaucoup de choses là, à travers les jeux qui sont faits, les interactions entre les enfants. C'est assez fascinant. Bien, ça paraît que tu aimes travailler avec les enfants. Ça, oui. On le voit dans ton visage. Là, oui. Ça paraît vraiment que tu aimes ça. Oui. C'est un amour. Ouais, puis toi, c'est pas ton premier podcast en plus. Tu as déjà participé au podcast Par où on commence, qui est un podcast un peu sur l'art, justement. Exact, oui. Puis il y avait un segment à la fin du podcast avec toi qui était l'art thérapeute. J'aimerais ça que tu me parles un petit peu de c'est quoi ce podcast-là, puis comment tu as été approché pour le faire, justement. Oui. Ah oui, c'est des beaux souvenirs. Ça, c'était pendant le début de la pandémie. Oui, c'est mon ami Carl Beauvais, qui est un artiste visuel aussi, qui était à Sherbrooke à l'époque. Là, il a déménagé. C'est un peu pour ça que le projet... Il en parle beaucoup de Sherbrooke dans le podcast. Là. Oui. Mais les artisans sont pas mal tous de Sherbrooke en plus, il me semble. Ça. Puis qu'est-ce que les artisans comptent, c'est vraiment, vraiment fascinant. Là. C'est intéressant, hein? Vraiment. Oui. Moi, j'ai trouvé le podcast excellent. Ah, je suis contente que tu aies aimé ça. Je suis contente que tu sois allé. Super.
Oui, c'est ça. Mais dans le fond, Carl, c'est un artiste pluridisciplinaire de Sherbrooke. À l'époque, là, c'est ça, là, il est rendu en Gaspésie, il est un peu loin. Mais dans le fond, il voulait vraiment créer ce lieu de rencontre-là pour que les artistes puissent raconter c'est quoi leur processus créatif, c'est quoi qui les inspire, c'est quoi leurs enjeux. C'était vraiment pour les artistes visuels slash performance, mais ça tournait beaucoup autour de l'art visuel. Puis les échanges qu'il y a là-dedans, c'est très, très riche. Puis ça intéressait vraiment, c'est ça, comme tu dis, aux artistes d'ici. Ouais. Puis je pense qu'il aimait beaucoup l'angle de l'expression par l'art, puis de ce que l'art peut traduire au niveau de la psychologie. Fait que je faisais toujours une petite capsule. Là, exactement à la fin. Là. À la fin, c'est ça. Il me posait toutes sortes de questions. Écoute, on a parlé du processus créatif, on a parlé des blocages, de la créativité, de ce que je me rappelle. Là. Mais ouais, c'était super intéressant. Ah, puis il y a un terme que tu as abordé dans ce podcast-là, j'avais trouvé vraiment intéressant, c'est le journal créatif. J'avais jamais entendu ça. J'aimerais ça que tu nous en parles un peu de comment ça se crée. Puis j'ai appris que tout le monde peut faire ça, un journal créatif. Là. Absolument. Oui. Puis ça fait partie de ma fibre humaniste. Justement, j'en parle tout le temps du journal créatif. J'ai envie que les gens s'expriment. Puis donc, le journal créatif, c'est un outil d'expression personnelle qu'on peut utiliser à la maison et qui est basé sur un livre qui a été écrit par une art-thérapeute du Québec qui s'appelle Anne-Marie Jobin. Et dans le fond, dans ce livre-là, Anne-Marie Jobin elle a développé une panoplie. En fait, dans sa pratique, elle a développé une panoplie de techniques, d'exercices créatifs que tu peux faire dans un cahier avec des pages blanches, 8,5 onces, très simple. Et dans le fond, c'est vraiment un outil d'exploration de soi. Puis j'aime beaucoup comment son livre est construit parce que tu as une section, par exemple, sur les émotions. Fait que, OK, si je vis de la colère, voici tel exercice que je peux vivre. Si j'ai envie d'explorer une partie de moi avec laquelle je ne suis pas à l'aise, je peux aller dans la section sur ce sujet-là, puis là, elle va proposer peut-être de caricaturer une partie de toi. OK. Puis c'est très... c'est très structuré. Elle va même te donner des pistes de questions après l'exercice pour explorer ton image. OK. Fait que, les gens à la maison qui seraient intéressés par l'art-thérapie, qui n'ont pas nécessairement les moyens de consulter et qui ne se sentent pas en détresse, ça, c'est quand même important à ajouter. Puis elle en parle dans son livre au début, que si la personne sent que ce qu'elle est en train d'explorer, ça fait émerger de la détresse, elle ne se sent pas bien, mais c'est sûr que là, il faut aller consulter une art-thérapeute. Mais il y a des gens qui ont envie d'apprendre à se connaître, qui ne sont pas nécessairement dans une période de leur vie où est-ce qu'ils vivent la détresse. C'est super indiqué là, pour ça, le journal créatif. En fait, Marie Jobin, ça a vraiment fait boule de neige. Son truc, là, maintenant, elle a une école qui s'appelle l'École du jet d'encre à Granby, où est-ce qu'elle forme des gens pour animer des ateliers de journal créatif. Elle a fait un copyright, d'ailleurs, sur sa technique. Elle enseigne en France, elle enseigne en virtuel. Puis, oui, c'est ça. C'est une technique en soi. À travers son site Internet, là, elle publie régulièrement quand même des petites vidéos. Fait que, tu sais, sans aller acheter le livre, là, on peut aller voir un petit peu ce qu'elle fait. Là. Elle a une chaîne YouTube, École du jet d'encre. Je vais aller checker ça. J'ai peut-être commencé ça, moi, journal créatif. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. Oui. Puis, en fait, à part du dessin, collage, écriture. C'est les 3 médiums qu'elle exploite le plus à travers le journal créatif. Moi, ça fait... moi, écoute, je te dirais que ça a été vraiment ma prémisse avec l'art-thérapie. Avant de connaître davantage, le métier d'art-thérapeute, je me suis mis à faire du journal créatif. C'est mon ami Kim, d'ailleurs, qui m'avait offert en cadeau le livre du journal créatif en disant « Ah, me semble que c'est ton genre, t'aimerais ça. » OK. Puis là, je me suis mis à faire du journal créatif. Puis je voyais qu'elle était art-thérapeute, mais j'avais pas trop saisi ce que c'était, son métier. Fait que j'en fais encore aujourd'hui. Je pense que je suis rendue à 2 boîtes là, chez nous. J'ai garde, tu sais. Ben oui, c'est sûr que tu gardes ça. C'est ça. Fait que puis là, ça fait à un moment donné que tu développes tes propres techniques. Il y en a que tu utilises beaucoup plus que d'autres. Ouais. C'est vraiment chouette. Puis tu peux le faire avec des amis aussi. C'est quand tu veux explorer des choses plus ludiques, par exemple. Ça peut bien se faire en groupe. Je vais peut-être checker avec ma copine. Ma copine est équipée en plus de ça en stock là, d'art. Fait que, peut-être une belle activité de couple qu'on pourrait faire. Ouais. Ah oui, tout à fait. Je vous encourage. On a parlé un petit peu au début du podcast, la loi 21 sur l'encadrement de la psychothérapie qui a été adoptée en juin 2009 puis qui est devenue active à partir de septembre 2012.
Ma question par rapport à ça, c'est quoi ta vision des arts thérapeutes dans le domaine de la psychothérapie? Oui, c'est ça, c'est une grande question. Hein? Donc, la loi 21, juste pour donner un petit prémisse, merci d'avoir placé les dates. Ouais. C'est bon, je ne m'en rappelais pas par cœur. Donc, cette loi-là, dans le fond, elle vient d'une nécessité de protéger le public, c'est important qu'on le dise, des charlatans. Parce que à l'époque, au Québec, il n'existait aucune législation sur qui peut pratiquer la psychothérapie. Tout le monde pouvait se targuer d'être d'être psychothérapeute. Et donc ça, c'était un problème. Hein? N'importe qui pouvait afficher un diplôme sur son mur qui disait psychothérapeute. Il n'y avait pas d'école qui avait réservé ce titre-là. Comme les coachs de vie. En ce moment, les coachs de vie, ça, ouais, selon moi, ça ressemble un petit peu à ça. Ça, c'est un autre sujet. Mais oui. Donc voilà. Et il existait des charlatans qui faisaient des choses qui étaient très nuisibles pour le public. Hein? C'est pas pour rien, d'ailleurs, qu'on a tout un code de déontologie, un code d'éthique. On a il y a des choses qu'on doit respecter quand on étudie dans ce domaine-là puis qu'on veut pratiquer. Et donc, il y a eu un gros documentaire qui est paru à l'émission Enquête, c'est ça, hein? En 2003. En 2003. Ça, c'était les débuts, là, les premiers balbutiements. Là, c'est ça. Fait que là, dans le fond, ils dénonçaient les charlatans. Et le public a réagi à ça, et je les comprends. Ben oui, c'est normal. On voyait des gens qui se faisaient abuser carrément, là, d'un point de vue psychologique, qui se faisaient dire n'importe quoi par des gens qui n'étaient pas formés. Oui, puis c'est vrai qu'il y a des débordements quand une émission de télé fait passer une loi. Tu fais comme, OK, oui. C'est quelque chose de gros, là. C'est pas des cas isolés. Oui, non, c'est ça, exactement. Fait que ça a vraiment créé un mouvement après, et l'Ordre des psychologues a mis sur pied cette loi-là. Ça a pris des années, ils ont échafaudé ça pendant des années avant que ça puisse... tu vois, tu me dis 2003 que ça a paru? Oui, puis la loi a été adoptée en 2009. Oui. Puis elle a commencé à être appliquée en 2012. Septembre 2012. C'est ça. Fait que c'est presque 10 ans, tu sais, entre les deux, là. Fait que, tu sais, ça n'a pas été fait sur le coin d'une table, cette loi-là. Non, puis ça, moi, vraiment, je tiens à le dire et tout ça, c'est solide. C'est pour protéger le public, c'était nécessaire. Cela dit, cette loi-là, il a fallu qu'ils mettent des critères pour que les gens puissent avoir accès au permis de psychothérapeute. Il y en a 4, me semble, de critères, c'est ça? Exact. Et parce que, bon, c'est bien entendu qu'un psychologue nécessairement fait de la psychothérapie. Ça, il n'y a pas de question à se poser là-dessus. Par contre, il y avait d'autres formations comme la mienne, qui n'avaient pas nécessairement tous les critères. Ou, tu sais, il n'y avait pas... Moi, mon programme, même si sur mes libellés de cours, ça s'appelait psychothérapie par l'art, c'était quand même art-thérapie. Fait que là, tu sais, il y avait comme des zones grises. Il fallait qu'il fasse du ménage là-dedans. Il fallait qu'il trace une ligne. Et la ligne a été tracée et on s'est rendu compte que cette ligne-là n'incluait pas des professionnels formés et compétents dans leur métier. Et donc, les art-thérapeutes, nous, notre réalité par rapport à cette loi-là, c'est qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de zones de flou. On nous a dit, oui, vous faites de la psychothérapie... Et non, vous ne faites pas la psychothérapie. Fait que là, pendant plusieurs années, ils ne savaient pas sur quel pied danser. Et la cohorte d'art-thérapeutes qui était là avant moi, qui sont très, très impliqués dans l'Association des art-thérapeutes du Québec, sont allés même à l'Assemblée nationale pour prouver que nous sommes des professionnels compétents, formés en psychothérapie par l'art. Puis dans le fond, le seul critère qui nous manque, nous les art-thérapeutes, pour avoir accès à ce titre-là, c'est de faire partie d'un ordre. Parce que le bassin d'art-thérapeutes au Québec, il est quand même petit. On est 230 membres, à ce que je sache, aux dernières nouvelles. Donc, on est une association. On a un code d'éthique, mais on n'a pas d'ordre professionnel. Si tu n'as pas d'ordre, tu ne peux pas travailler dans les hôpitaux, par exemple. Exactement. C'est ça, hein? Puis en fait, si tu n'as pas d'ordre, à l'heure où on se parle, en ce moment, tu ne peux pas avoir le titre de psychothérapeute. Donc là, la ligne a été tranchée là. Et ce qui est quand même... Là où on voit un petit peu l'incohérence qui commence à ressortir, c'est que les art-thérapeutes qui étaient formés avant 2012 ont eu accès au permis de psychothérapeute. Le grand-père, j'imagine, c'est ça? À cause de la clause grand-père qui avait mis sur pied. Donc, l'exemple qui démontre bien cette incohérence-là, c'est que quand j'ai travaillé dans un de mes emplois au communautaire en sortant de l'école,
j'ai remplacé une femme qui s'en allait en congé de maternité, qui a la même formation que moi, qui a été formée avant 2012, qui avait le titre de psychothérapeute, et moi, je n'avais pas accès au titre. On a la même formation. On a eu les mêmes profs. On s'entend que sur les avantages et sur le salaire, ça joue, c'est sûr. Oui. Elle a pu aller chercher ce titre-là. Puis, cela dit, c'était pas comme ça. Il fallait que les gens fassent une démarche pour aller chercher ce titre-là. Il y avait quelques cours à aller chercher, mais ils avaient accès à ce Ils pouvaient quand même aller avec la cause grand-père, justement, avoir tous les critères pour avoir le titre. Okay. Exactement. Puis, dans le fond, là, la réalité, ce que ça donne aujourd'hui, c'est les conséquences de cette loi-là, c'est que beaucoup d'art-thérapeutes qui se sont formés après 2012 se sont retrouvés dans cette espèce d'impasse-là à faire « OK, moi, si je veux pratiquer mon métier, bien, premièrement, tout ce qui est le langage de la psychothérapie, je fais extrêmement attention. Comme c'est pour ça que moi, je ne traite pas. Je pourrais jamais dire que je vais traiter un problème. J'accompagne. C'est juste de dénoncer ça, là, c'est quelque chose, là, tu sais, il y a eu des art-thérapeutes qui se sont fait approcher par l'ordre des psychologues pour dire vous pratiquez la psychothérapie, vous n'avez pas le droit, tu sais, se faire taper sur les doigts, puis comme se faire inspecter, tu sais, ça crée vraiment un climat de tension, là, au sein de l'association. Puis c'est ça, les conséquences de ça, c'est que là, les professionnels art-thérapeutes qui ont la même maîtrise que moi, qui veulent avoir des meilleures conditions, qui ne veulent pas nécessairement devenir travailleurs autonomes à leur compte toute leur vie, ils vont aller chercher soit le doctorat en psychologie ou la maîtrise en thérapie conjugale et familiale à McGill. Mais on a déjà une maîtrise. Non, c'est ça. Mais c'est comme on dit au début, c'est le monde, ils vont un peu à reculons, dans le sens qu'ils vont pas là parce qu'ils veulent un doctorat, ils vont là parce qu'ils veulent avoir le titre. Mm-hmm. Ça, je trouve ça un petit peu déplorable. Oui, c'est ça. C'est déplorable. C'est Puis du monde qui ont 30 ans de métier, que du jour au lendemain, à cause d'un bout de papier, ils peuvent plus pratiquer ce qu'ils faisaient. Ça aussi, je trouve ça très déplorable. Oui, il y a eu, c'est ça, un documentaire qui s'appelle Psychose qui est paru sur ce sujet-là. Je vous invite à aller voir. C'est écrit Psy, PSY, trait d'union, cause, CAUSE. Très, très bon documentaire. Mm-hmm. Mais justement, dans ce documentaire-là, on voit que ce n'est pas que les art-thérapeutes qui ont souffert de cette loi-là. Il y a non, vraiment pas. beaucoup de psychanalystes, quand même particuliers, parce que, tu sais, quand tu y penses 2 secondes, la psychanalyse, c'est comme le père de la psychologie, c'est comme la fondation. Mais non, ils n'avaient pas accès, parce que... pourquoi déjà, eux? Parce qu'ils n'ont pas d'ordre. C'est ça. Mais je crois par la bande, par le temps, ils ont peut-être fini par se joindre à un ordre. Je ne connais pas la réalité des psychanalystes au Québec, mais c'est ça, on voyait différents là, professionnels qui parlaient de leur situation. Puis c'est ça, moi aussi, ça m'avait beaucoup touché, là, l'histoire de l'homme d'une 30aine d'années d'expérience qui, du jour au lendemain, se fait approcher puis se dire « tu peux plus pratiquer ton métier ». Lui, il travaillait pour des organismes comme le gouvernement, puis toutes des grosses corporations, puis tout ça. Puis du jour au lendemain, il a fallu qu'il appelle toutes ces compagnies-là et dire « je peux plus travailler pour vous ». J'ai tout perdu mes contrats, du jour au lendemain. Ah, écoute, ça m'a tellement fait mal au cœur d'entendre ça. Tu écoutes le gars, puis le gars, c'est un professionnel. Là. Genre, il aide des milliers de personnes, puis c'est aberrant. C'est vraiment aberrant. Oui. Il y a une grande incohérence dans cette loi-là. En même temps, comme je disais plus tôt, cette loi-là, elle avait besoin d'être. Et nous, ce qu'on demande avec l'Association des art-thérapeutes, c'est qu'il y ait une flexibilité. On travaille aussi depuis des années à joindre un ordre professionnel existant, parce qu'un autre des problématiques qu'on vit, c'est que au Québec, c'est comme si je crois que ça s'appelle le Bureau des professions. En tout cas, j'ai un doute sur le nom exact, là, mais c'est comme l'organisme qui octroie les ordres professionnels au Québec. Okay. C'est comme s'il était saturé. Puis là, on n'a plus le droit de créer d'ordre professionnel au Québec. Donc là, nous, on fait quoi? Bien, il faut qu'on joigne un ordre qui est existant. Ah ouais, c'est ça. Ça se fait pas de même, mais là. Non, ça. Mais là, il faut que tu ailles les critères, justement, pour pouvoir accéder à cet ordre-là. OK, je savais pas ça, par exemple, que les ordres étaient saturés. OK. Oui, c'est ça. Fait que ça a donné lieu comme à... Je sais qu'il y a des associations comme l'Ordre des travailleurs sociaux ont sous leur aile les thérapeutes conjugaux et familiaux. Okay. Qui, soi-disant, pas soi-disant, mais soit dit en passant, c'est une maîtrise en thérapie de la relation d'aide. Tu sais, je trouve que, puis c'est à McGill, c'est équivalent, selon moi, au niveau de la rigueur des critères de formation. C'est vraiment une belle qualité de formation, comme nous, on a reçu à Concordia. Eux ont la chance d'être
pris sous l'aile d'un autre professionnel. Puis là, c'est ça, ont accès à des postes dans le réseau public. Donc, on sait que c'est des conditions de travail plus intéressantes que le communautaire. Ou des assurances aussi. Mais oui. J'imagine que toi, justement les gens que tu vois ne peuvent pas avoir de retour d'assurance. Mais là, on est chanceux, entre guillemets, parce que on a fait une association, un partenariat avec la RITMA, qui est le regroupement... Ah oui, OK. Ouais, le regroupement des intervenants en médecine alternative du Québec. Et ça regroupe aussi les naturopathes. Okay. Et dans le fond, nous, on peut émettre des reçus comme naturopathes. Et ça, c'est légal, on s'est informé. Okay. Donc, les clients qui viennent me voir, j'explique la situation. Je prends le temps d'expliquer la situation, pas aussi longuement qu'avec toi, mais je veux que les clients le sachent. Je trouve ça important. Ça leur donne aussi une certaine implication là-dedans, de connaître le sujet aussi. Oui, tu sais, puis en même temps, ils ont envie de consulter une art-thérapeute. Souvent, hein, c'est un choix. Ils ne se retrouvent pas dans mon bureau par hasard, tu sais. Fait que, qu'ils connaissent aussi cette réalité-là. Je trouve qu'il faut l'ébruiter, cette réalité-là, cette incohérence-là. Puis, dans le fond, c'est ça, je leur explique ça, que je peux émettre des reçus à titre de naturopathe. Malheureusement, c'est, je te dirais, une assurance sur 2 qui vont couvrir la naturopathie dans la branche où moi je suis. Fait que je peux jamais promettre que leurs assurances vont les couvrir. Jusqu'à maintenant, je vais toucher du bois, j'ai la chance d'avoir des clients qui sont très engagés dans le processus, puis même ceux qui vont dire, la plupart vont me dire, c'est même pas grave. C'est une belle chance que quand même. Oui, c'est ça. Bien, je pense que l'engouement est là, le désir. On est dans une ère particulière, tu sais, pour plein de raisons, puis je pense que d'un point de vue, je sais pas si ce que j'avance se tient, mais je vais te le partager quand même, parce que on est dans un podcast, et voilà. on a droit. Moi, je pense que les gens ont soif de création, de créativité, de retourner aux bases. Tu sais, dans comme l'expérience humaine, là, on a besoin de revenir aux bases, puis la créativité permet ça. Puis, tu sais, quand on parlait de ruche d'art, de créer avec d'autres personnes, de se recontacter aussi, tu sais, par l'art-thérapie en individuel. T'sais, on voit qu'il y a un engouement. Tu sais, moi, quand je dis que je suis art-thérapeute, là, la réaction la plus populaire, c'est « Ah, c'est bien cool. Qu'est-ce que c'est? Ça m'intéresse. Je veux savoir. » C'est vrai que tu fais un métier qui intéresse beaucoup de gens et que le monde veut en savoir plus, effectivement. Mais tu sais, ça pourrait être autre. Il pourrait avoir une espèce d'indifférence, faire comme « Ah, OK, je sais pas c'est quoi. » Tu sais, mais... Non, il y a comme cette espèce de curiosité, puis de comme... Fait que tu vois ça, que le monde veut retourner aux bases, justement, quand tu parles de ton métier. Ah, c'est intéressant, ça. Oui, moi, je pense que... Ben, c'est Steven Légaré, justement, l'art-thérapeute qui travaille au Musée des Beaux-Arts à Montréal, dans un petit documentaire qui a paru récemment, il dit c'est l'avenir de la santé mentale, c'est l'art. Oh! C'est ce qu'il dit. Wow! Oui. Je suis assez d'accord. Ouais. On ne dit pas que c'est la seule chose qui va être l'avenir, mais je pense... C'est une belle alternative. Oui. Puis tu penses que cette loi-là peut changer un jour ou s'écouler dans le béton? C'est la grande question que personne n'a de réponse. Moi, j'ai eu espoir. J'ai tenu l'espoir pendant longtemps. Je ne m'accroche plus à cet espoir-là maintenant. Toi, tu pourrais le faire si tu voulais ton doc faire partie de l'ordre. Oui, c'est ça. C'est un choix que je ne fais pas. Résistance. Je résiste. Mais j'y ai pensé. J'ai bien honnêtement. Mais c'est sûr, c'est une réflexion que tu te poses, là, c'est sûr et certain. C'est un gros pensez-y bien, oui. Puis c'est pas dit que je le ferai jamais, mais le choix que j'ai fait, c'est vraiment d'assumer pleinement mon identité d'art-thérapeute. J'en suis tellement fière. J'ai travaillé vraiment fort pour faire ça. Et puis tu participes à beaucoup de projets aussi. Oui. Là. Ça paraît que ça te passionne. Oui. C'est le métier qui est fait pour toi. Oui, c'est ça. Fait que pour moi, c'est une approche thérapeutique en soi, qui est complète en soi. Je ressens pas le besoin d'aller chercher un outil comme un doc en psycho pour pratiquer mon métier. Ça fait des différences, là, des implications financières. Là, c'est un choix quand même, c'est ça. Mais pour le moment, c'est le choix que je fais. On verra comment que je me placerai dans l'avenir. Good. Écoute, c'est la dernière question. Je pose pas tout le temps cette dernière question-là aux gens. C'est quoi qui te passionne le plus? Puis qu'est-ce que ça t'apporte, le fait d'être art-thérapeute dans ta vie? Wow! Qu'est-ce qui me passionne le plus? Tellement de choses qui me passionnent. Bien, ça peut pas obligé d'être une chose. Là. Ça peut être plusieurs choses.
Ben, moi, d'être témoin du processus créatif des gens, je trouve ça assez passionnant. Souvent, je me dis ça. Quand je suis en séance avec quelqu'un, je me dis « Hey, c'est mon travail. » C'est comme... Parce que dans le processus créatif, il y a ce qui se passe en séance pendant la création, mais tu sais, le processus créatif aussi, c'est tout le processus de transformation que la personne vit à travers son suivi. Puis ça, c'est merveilleux. Tu sais, moi, justement, cette semaine, il y a une ado qui a terminé avec moi son suivi. Elle a tellement travaillé fort. Puis tu sais, je vois tellement son progrès et son évolution, puis je le vois qu'il est fier d'elle. Puis ça, c'est ce qui me nourrit le plus, en fait. Ça, c'est ma paye. Ouais, OK. C'est une partie de ma paye. Mais t'es pas la première qui me dit ça, justement, de quand on voit justement l'évolution d'une personne, faire ça, c'est ma paye. T'es pas la première qui me dit ça. Oui. C'est quelque chose, hein, c'est un métier, tu sais, qu'on fait pour aider les gens, hein. C'est ça la motivation principale, là. Fait que, tu sais, de voir ce fruit-là, l'impact que tu peux avoir sur la vie de quelqu'un, tu sais, qui te remercie, justement, puis que tu vois l'évolution, c'est sûr, ça doit être gratifiant au maximum. C'est gratifiant. Mais cela dit, il faut pas faire ce travail-là pour ça, que pour ça. Parce que ça t'appartient pas. Tu sais, c'est ça qui est particulier avec notre métier, c'est que l'évolution, des fois, tu la vois pas. Des fois, la personne repart, puis elle a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé. Ça peut arriver, ça aussi. Mais tu as semé une graine, puis il y a quelque chose qui s'est passé dans sa psyché. Puis ça se peut que cette personne-là, comme 6 mois plus tard, elle ait un espèce de gros insight, eureka, de comme des liens qui se sont faits, puis qu'elle t'en parlera jamais. Okay. Ça se peut que ça se fasse des années plus tard. Cela dit, je dirais que la plupart des clients qui travaillent avec moi, on voit des progrès, mais chacun a son propre rythme. Oui, c'est ça. Fait que c'est pas une séance, « Hey, on a avancé aujourd'hui. » Non, pas nécessairement, là, tu sais. Il y en a que ça va être beaucoup plus long que d'autres, puis... fait que c'est très fluctuant, tout ça. Donc, il faut pas juste s'accrocher à ça, tu sais. Mais ce qui me passionne de mon métier, c'est ça, ce qui se passe dans la création, dans l'art. Il y a vraiment quelque chose de magique, là, tu sais, Puis, tu sais, là, j'ose utiliser le mot « magie », mais en fait, il y a quelque chose qui transcende la rationalité. Tu sais, la créativité, ça fait appel à l'hémisphère droit du cerveau, qui est tout relié à l'expression des émotions, la créativité. C'est ça, c'est qu'il y a quelque chose, il y a l'inconscient aussi qui vient agir. Oui, beaucoup. Tu sais, fait que c'est à ça que je fais référence quand je dis magie. C'est pas nécessairement ésotérique, là. C'est juste que c'est pour ça que j'ai choisi ce métier-là aussi, c'est que on peut vraiment éviter beaucoup de détours que la parole nous ferait faire. Ah ouais, OK. Ouais. Mais c'est comme tu disais tantôt, souvent qu'il y a beaucoup de monde qui ont le plus de facilité à s'exprimer avec l'art qu'avec les paroles. Exemple, les ados, souvent. Oui, puis tout le monde, en fait. Puis, tu sais, il y a beaucoup de moments en art-thérapie où est-ce que la personne, elle est saisie de sa création. OK. Tu sais, on va explorer la création ensemble, puis là, les larmes vont commencer à couler, puis je l'ai pas vu venir. Tu sais, c'est comme... La personne n'avait pas nécessairement l'intention d'aller là, mais c'est venu à elle quand même. Oui. Fait que ça, c'est quelque chose de fascinant, de ce que l'art nous amène, nous permet d'aller... ça vient comme vraiment court-circuiter les défenses, le mental. Puis cela dit, tu sais, je veux dire, il y en a qui sont pas mûrs, puis il y en a quand même des défenses, là, tu sais, c'est jamais blanc ou noir, là, avec l'humain, mais quand même, quand la personne est mûre, je trouve que ça permet un cheminement qui est quand même assez direct, là. Ouais. Un contact avec soi qui est direct, en tout cas. Ouais. T'avais-tu quelque chose à rajouter, un projet que j'aurais peut-être pas su ou... Ben, on n'a pas parlé de mon projet avec les vétérans. Je sais pas si ben oui, let's go. Ben oui, ça. Tu me l'as dit tantôt puis je voulais le ramener, mais oui, ton projet avec le vétéran. Oui, j'ai commencé ça il y a un bon 2 ans. Dans le fond, ça, c'est vraiment un projet que je suis allée chercher. Oui, ça, c'est drôle. Comment on développe notre fibre entrepreneuriale quand
quand on est art thérapeute, là, c'est ça. Moi, je me suis dit, OK, je fais le choix de ne pas faire le doc en psycho, de comme vraiment assumer entièrement mon identité. Puis je veux travailler avec des clientèles qui m'intéressent. Donc là, je me suis mis un petit peu à brainstormer, OK, c'est qui pourrait bénéficier de mes services ici à Sherbrooke, qui aurait de l'ouverture, qui aurait du financement, parce que veux pas, beaucoup de milieux qui pourraient bénéficier de mes services, mais ils n'ont pas nécessairement le financement qui vient avec. C'est un enjeu important. D'ailleurs, c'est souvent deux chapeaux qui sont en conversation, des fois un peu en confrontation, mais c'est un aspect de moi qui est comme, je veux aider, je veux pas nécessairement aider les gens qui ont de l'argent, mais en même temps, c'est mon gagne-pain. Fait que, OK, qu'est-ce que je peux faire qui est dans mon range d'intérêt, mais qui va me rapporter aussi du pain sur la table. Fait que c'est comme ça que j'ai pensé aux Forces armées. Les Forces armées, en fait, aux États-Unis, c'est très fort l'art-thérapie chez les militaires. Oh, ouais? Oui, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites sur les bienfaits de l'art-thérapie auprès des militaires qui souffrent de chocs post-traumatiques, qui sont affectés par leur métier. Et donc ça, je savais ça, et je savais qu'il y avait peu de développement qui avait été fait ici au Québec. Okay. À Sherbrooke, j'étais aucunement au courant de ce qui se passait. Fait que un bon jour, comme ça, j'étais allée cogner à la porte du manège militaire. Oh, ouais! Puis c'était assez drôle, c'était assez cocasse, là. C'était comme... la personne, elle me regardait, oui, bien c'est ça, là, moi, je viens offrir mes services comme art-thérapeute, par où je commence, tu sais. OK, à la porte, puis OK. Ah ouais. Ça a pris quelques mois avant que je parle à la bonne personne. Ça n'a pas été, cette journée-là, on m'a référé à telle personne, à telle personne, à telle personne va vous rappeler, tout ça, c'est une très grosse organisation. Hein? Puis pas juste ça, ils connaissent sûrement pas ça, fait OK, on réfère cette personne-là, on va la réfère à qui? J'ai fini par parler à la bonne personne, qui s'appelle Myriam Dutour, qui travaille au Centre de ressources pour les familles de militaires, qui est comme vraiment le centre qui s'occupe de la santé, du bien-être psychologique des militaires, des familles, et eux autres, ils rayonnent à travers le Québec. Puis dans le fond, ils sont basés à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis elle avait entendu parler de l'art-thérapie, elle avait de l'intérêt pour ça, on s'est parlé. Elle dit, bien, écoute, moi, j'ai une retraite pour les vétérans à 2 fois par année. On appelle ça les vétérans, mais dans le fond, c'est des militaires qui sont on appelle ça la libération médicale. À cause de leurs blessures, que ce soit physiques ou psychologiques, ils ne peuvent plus exercer leur métier. OK. Donc, c'est un gros deuil, hein, de devoir quitter le milieu militaire. Puis c'est une culture à part entière. Oui, vraiment, oui. Donc, d'ailleurs, puis moi, je m'intéresse beaucoup aux cultures. Fait que pour moi, je le vois vraiment comme ça. Travailler avec les militaires, je travaille dans une culture qui est comme exotique pour moi. OK. Oui, j'apprends énormément de choses. C'est fascinant. Mais c'est pas le milieu le plus ouvert au monde, fait que c'est tough d'en savoir ce milieu-là en partant. Aussi. Fait que c'est sûr que toi, tu rentres vraiment avec les vétérans. Ouais, tu vois vraiment le cœur de comment ça se passe. Oui, puis j'apprends énormément. Et donc, elle m'a parlé de cette retraite-là, puis elle m'a dit, est-ce que tu aimerais ça venir animer un atelier, là? Je dis, ben oui, fait que là, ça va être le 3e atelier que je vais animer en novembre prochain. Donc, je présente ça à des groupes différents à chaque fois. Je me présente, c'est souvent à l'hôtel, puis c'est chouette qu'ils leur font vivre ça, là. Dans le fond, là où la militaire qui est en libération médicale et son conjoint leur offrent une espèce de retraite comme ça toute la fin de semaine, où est-ce qu'ils ont des ateliers de croissance personnelle, apprendre un petit peu à dealer avec ce gros changement-là dans une vie. Ils vont leur offrir des cours de yoga, par exemple, puis c'est nice, des ça cercles existe, de ça, je savais partage. pas. Oui, c'est vraiment chouette. Je pense que de plus en plus, là, ça sort, là, la santé mentale de tout le monde dans la société. Ouais. Et des militaires, mais on sait que les statistiques sont assez pesantes. Oui, il y en a beaucoup, oui. Mais tu sais, juste aux États-Unis, je pense que 50% justement des itinérants, c'est des anciens militaires, justement, des gens qui n'ont pas été traités. Exactement. Fait que puis ça a été un coup de foudre. Pour moi, là, ce premier atelier-là, j'ai adoré ça. Puis c'est du gros groupe, là. Tu sais, c'est, je te dirais, une douzaine de couples, là. Fait que... OK, 24-25 personnes, OK. Ouais, qui viennent. Et puis là, moi, je leur ai présenté, OK, c'est quoi l'art-thérapie? Je leur fais faire un petit exercice de réchauffement. Ensuite, vraiment un processus créatif, là, plus grande haleine. Là, je mets de la musique, là, je les mets en posture vraiment de créativité. Puis après ça, j'anime des cercles de partage entre eux.
où est-ce que je me promène. Puis il y a aussi d'autres intervenants des travailleurs sociaux sur place. Puis là, c'est vraiment l'occasion entre eux de connecter. Puis c'était très touchant de voir à quel point, comme on dit, c'est une culture différente. C'est une culture qui est beaucoup basée sur le silence, en fait. Fait que c'était beau de voir à quel point, pour certains, c'était la première fois qu'ils parlaient de leur difficulté. Qui s'ouvraient, oui. Ouais. Ça doit être touchant, ça. C'est beaucoup d'émotions, là. C'est énormément, oui. Puis là, dans le fond, de bouche, pas de bouche à oreille, mais de fil en aiguille, j'ai été amenée à développer un autre projet avec la Fondation des vétérans. Puis là, on va faire des groupes ici à Sherbrooke de façon plus soutenue, là. À chaque semaine, on va offrir des groupes à des gens en libération médicale. Puis potentiellement aussi, là, qu'il y aura du référencement vers ma pratique privée pour ceux qui ont envie de faire de l'individuel. Fait que ça commence à bouger de ce côté-là. Là, tu sembles pas mal occupé. Pas pire, pas pire! Ben écoute, merci beaucoup, Emmanuel. C'était vraiment intéressant. Je pense que tu as peut-être convaincu une couple de personnes, justement, d'aller référer à des arts-thérapeutes. Je pense que ça peut aider. Sinon, merci à Chuck pour la technique. Encore une fois, merci beaucoup. Puis merci au Boc pour le fameux local. Sinon, on se revoit la semaine prochaine. Ciao, ciao!